Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue, et c'est un plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide Sextive, plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie sous tous ses angles et de manière accessible. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers les expériences et les connaissances de mes invités et vos questions, j'espère briser les tabous, déconstruire des mythes, vous inspirer et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'Aide Sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Évidemment, tout ça dans le plaisir. Pour cet épisode, ce n'est que vous et moi. J'avais envie de vous partager en fait quelques réflexions sur un sujet qui me passionne particulièrement ces temps-ci, l'éthique sexuelle. Vous allez apprendre à connaître Aide Sextive et mon approche en tant que sexologue. C'est positif, c'est assertif, c'est inclusif. Et l'éthique sexuelle, ça cadre pile poil là-dedans. Mais c'est quoi l'éthique sexuelle? En fait, pour résumer ça vraiment simplement, c'est l'idée d'aller au-delà de la définition du consentement qu'on connaît tous pour créer en fait une sexualité qui est positive, qui est assertive, qui est axée sur le respect et surtout sur le plaisir. Comme je vous disais, en fait, le consentement, ça ne devrait pas être l'objectif, mais bien le strict minimum dans une relation sexuelle ou dans une interaction. Dans cet épisode, je vous lance en fait des pistes de réflexion. Je vous invite à vous questionner sur vos différentes conceptions en espérant en fait vous faire peut-être, vous apprendre quelque chose, vous faire évoluer peut-être un peu. Alors, j'ai le goût de commencer l'épisode en fait en vous invitant à réfléchir à votre propre définition de ce que c'est le consentement. Comment ce concept-là vous a été présenté au fil du temps? Par votre famille, par votre entourage, par les médias. Comment ça s'est actualisé dans vos expériences? Est-ce que le concept est clair pour vous? Est-ce que votre vision a évolué au fil du temps, au fil des expériences? Le consentement, ça a évolué beaucoup, en fait, au cours des dernières décennies particulièrement. Pour vous donner un peu de contexte, dans les campagnes de sensibilisation et dans l'éducation, dans les années 90, on lançait le message, en fait, que non, c'était non. C'était assez clair, hein? Ou peut-être pas. En 2010, on a commencé à avoir un peu plus ça comme oui, c'est oui. Donc, on a axé sur le positif. Hein, si vous avez été dans les cégeps, dans les universités, dans ces années-là, il y avait l'espèce de campagne sans oui, c'est non qui courait beaucoup. Donc, on a beaucoup axé là-dessus. Et dans les dernières années, on a ressorti des acronymes comme FRIES en anglais ou comme réel en français, où le R était pour réversible, E pour enthousiaste, E pour éclairé, L pour libre et S pour spécifique. Donc, on est venu ajouter en fait quelques éléments à ce consentement-là. Ça sonne simple, non? Ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous l'appliquez de manière aisée? Comment vous arrivez facilement ou non à dire non ou à rejeter quelqu'un ou à respecter ce non-là quand vous le recevez? Comment vous vous sentez quand vous êtes la personne qui se fait dire non? En fait, on se rend de plus en plus compte que le consentement, ça a l'air bien simple, mais finalement, ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Beaucoup de personnes qui sont mélangées, qui ne savent pas comment naviguer à travers le consentement, puis ça provoque même de l'anxiété chez plusieurs personnes et chez beaucoup de nos jeunes, en fait. Ça ressort de plus en plus. Si je vous disais qu'en fait, le consentement, c'est beaucoup plus complexe que la manière dont on le présente jusqu'ici. C'est fortement influencé par nos scripts sociaux, par la manière dont on a été socialisé, par les dynamiques de pouvoir qui sont à l'intersection de nos différentes identités aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peu importe le groupe social auquel on appartient, que ce soit à cause de notre genre, notre identité sexuelle, la couleur de notre peau, le statut économique, la santé mentale, les habiletés physiques, etc., vont influencer la manière dont on va se sentir apte à négocier sa propre sexualité. L'aisance avec laquelle on va dire non et nos réactions aussi quand on va recevoir un non. Les groupes oppressés ont souvent été socialisés en fait à être plus attentifs, à répondre aux besoins des personnes qui appartiennent aux classes dominantes. Pourquoi? Parfois pour pas trop attirer d'attention sur eux.
parfois pour se protéger, en fait, puis parfois simplement parce qu'on les a élevés comme ça en leur disant que c'est ça que c'est quand on fait partie de ce groupe-là. Mais au-delà de ça, il y a aussi, en fait, la manière dont on va négocier notre sexualité, c'est aussi influencé par notre personnalité, par la manière dont on a été élevé, les messages qu'on a reçus de notre famille, de nos enseignants, enseignantes, etc., nos expériences passées. Par exemple, si dire non, ça n'a jamais été bien reçu ou on a vécu des expériences négatives quand on a osé dire non à quelqu'un, ça peut avoir un impact. La personne qui est devant nous aussi, c'est qui cette personne-là à qui on dit non? Est-ce que c'est une figure d'autorité? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on aime bien? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on veut faire plaisir? De qui on a peur? Ça va avoir un impact. Et le fait d'avoir été conditionné ou non à plaire alors qu'on était jeune ou à dire oui alors qu'on n'en avait peut-être pas envie. Peut-être qu'on nous a forcés à aller s'asseoir sur les genoux de mon oncle quand on était plus jeune et ça ne nous tentait pas. On a eu beau dire non, ça n'a pas été reçu notre non. Peut-être qu'on fait partie d'un groupe d'amis qui n'acceptent pas quand ça ne nous tente pas de faire quelque chose, on est rejeté du groupe. Donc, ça va avoir un impact, tout ça. Une chose qui peut aussi influencer l'aisance avec laquelle on va dire non, en fait, c'est la réaction de l'autre personne. Pensez-y. Si vous êtes la personne qui reçoit un non, quelles sont les choses auxquelles vous pourriez penser, ce que vous pourriez ressentir? Ça peut peut-être être blessant. Si c'est vous la personne qui avez initié, peut-être que vous vous êtes mis dans une situation vulnérable, en fait. Peut-être que vous allez vous sentir insécure, jalouse, invalidée, non aimée, etc. Comme société, on nous a beaucoup appris qu'un refus, ça indique qu'on n'est pas adéquat ou qu'on a moins de valeur dans la relation. Alors que pourtant, on est toutes des personnes très indépendantes les unes des autres. On a totalement le droit de prendre des décisions qui sont les bonnes pour nous, dans les circonstances dans lesquelles on est, puis peu importe les raisons. Ça peut mener parfois à des excuses qui peuvent être blessantes. Des excuses, en fait, qui vont être empreintes un peu de prendre nos droits pour acquis, comme si les gens nous devaient quelque chose ou nous rendre irritables ou des excuses qui vont être non sincères ou incohérentes, des trucs du genre « je suis désolée que tu te sentes comme ça ». Voyons, prends pas ça de même. Là, j'essayais juste de te faire plaisir, franchement. Je pensais que tu m'aimais. Ou bon, c'est ça, tu me veux plus. Donc, des réactions de ce genre-là, c'est des trucs qui ont été conditionnés, en fait. Parce qu'on s'est, comme je disais, on s'est fait apprendre que si quelqu'un nous dit non, c'est qu'on ne vaut pas la peine. Dans cet épisode, je vous invite à vous questionner sur votre voix intérieure, à faire une place à ressentir, démontrer de la gentillesse envers vous-même, envers les autres, à vous donner de l'espace pour grandir, pour évoluer. On est plus grand que les valeurs dans lesquelles on a été élevé. Et ça, on l'oublie souvent. On peut apprendre, on peut désapprendre de manière perpétuelle. Je vous invite à réfléchir sur différentes manières dont se limiter à la simple définition du consentement puis à cette simplicité dont on a parlé au début, ça peut nous limiter. Donc, ça nous place en fait dans des positions actives-passives. Il y a une personne qui demande, il y a une personne qui reçoit une demande puis qui est comme passif dans cette situation-là qui doit répondre. Souvent, situation homme-femme, très genrée. Alors qu'en réalité, ça devrait être égalitaire, ça devrait être collaboratif. Ça crée des situations oui-non, alors que ça devrait être des questions ouvertes, des discussions, de la communication réciproque. Ça fait en sorte que, en fait, vouloir participer à une activité sexuelle, c'est pas assez. Une personne peut accepter de participer à du mauvais sexe ou à du sexe non éthique pour une multitude de raisons. Du sexe consenti, là, ça peut être blessant, traumatisant, aliénant, douloureux. On met l'accent sur obtenir un oui plutôt que sur le plaisir, ce qui va parfois amener un agenda caché chez la personne qui essaie d'initier l'interaction sexuelle. On met l'accent sur le fait que une interaction sexuelle qui est un succès, c'est une interaction sexuelle qui a été acceptée ou pour laquelle on a obtenu un oui, alors qu'en fait, on devrait mettre l'accent sur le plaisir partagé même.
Ça permet de se cacher puis d'éviter des questions difficiles en lien avec la moralité, en lien avec l'autonomie, en lien avec ce que notre culture du sexe devrait avoir l'air. On voit le consentement comme un obstacle plutôt qu'un checkpoint, en fait, ou une étape à franchir. Bref, du sexe consentant, c'est pas nécessairement du bon sexe. C'est pas nécessairement du sexe plaisant ou respectueux ou même du sexe éthique. On finit par confondre du sexe pas si pire que ça avec du bon sexe qui m'apporte du plaisir et du bonheur et qui me permet de m'épanouir. Le consentement nous a été présenté un peu comme le plafond, alors qu'en réalité, ça devrait être le plancher, c'est le strict minimum. Le plafond, l'objectif, ça devrait être l'éthique sexuelle, en fait. Ce qui nous amène à l'idée d'aller au-delà du consentement, vers une éthique sexuelle. Donc, je vous amène à penser en fait au respect de soi, au respect des autres, à la considération pour chacune des personnes qui est impliquée. Ça va comprendre des trucs comme comment initier, comment inviter l'autre personne, comment escalader une situation vers la sexualité, comment gérer la déception, le rejet avec compassion et avec grâce. Comment naviguer les accidents de consentement? Si, sans le vouloir, on n'a pas respecté le consentement d'une autre personne, comment on gère ça? Ça fait partie de l'éthique sexuelle, tout ça. C'est une question de curiosité, d'exploration, de prendre soin d'eux, et non une question d'ambition, de contrôle ou de pouvoir. C'est d'écouter les autres de manière proactive. C'est de favoriser un sentiment de sécurité. C'est de favoriser la joie, en fait. C'est de créer un espace où les partenaires sont libres de communiquer leurs besoins et leurs désirs. C'est de porter attention aux désirs des autres, puis de trouver les endroits où les désirs des autres vont entrecroiser nos désirs, cette espèce de sweet spot-là de désir mutuel. Au lieu de mettre le focus sur ce qui est mauvais ou sur ce qui est mal, on va aller mettre le focus sur ce qui amène du plaisir, sur ce qui permet de s'épanouir, ce qui est agréable à partager. Donc, on est dans la réciprocité, dans le dialogue, plus que dans des rôles actifs-passifs. On prend ses responsabilités quand il est temps de naviguer des interactions qui peuvent sembler un petit peu ambiguës, des situations où on ne sait pas trop où se situer, plutôt que d'utiliser cette ambiguïté-là comme une excuse, derrière laquelle se cacher, ou pour justifier certains malentendus qui vont servir que nous, finalement. On va prendre ses responsabilités et aborder ces ambiguïtés-là, en parler, ouvrir la conversation. C'est être trauma-informed, mais c'est aussi mettre en place et utiliser des safe words. Donc, des mots qu'on pourrait utiliser à certains moments pour stopper une interaction sexuelle ou ralentir, sans avoir à s'expliquer, sans avoir à accuser l'autre personne. Parce que des fois, il y a certains contextes où on veut explorer, on veut pousser peut-être certaines limites. On est dans un contexte de jeu de rôle, de dirty talk, de BDSM. Puis des fois, non ou stop, ça veut pas nécessairement dire non ou stop. Ça peut faire partie du jeu ou du plaisir. Donc, de se mettre en place des safe words comme ça dans une relation, ça peut créer des situations agréables puis nous permettre de dépasser nos limites dans un espace qui va être sécuritaire. Et ça fait partie de l'éthique sexuelle. Je vous invite en fait à accorder de la valeur à vos limites personnelles et à celles des autres, aux besoins également, à protéger votre énergie en apprenant à dire non, à vous assurer d'offrir un environnement sécuritaire où c'est possible de dire non et que vous savez en fait que ce non-là va être bien accepté. À vous rappeler qu'un non, ça n'a pas besoin d'être emballé dans de la ouate. On n'a pas besoin de mettre des gants blancs et ça n'a pas besoin d'être justifié non plus. On peut si on veut, mais on n'est pas obligé de donner des raisons. Puis en fait, d'exiger des raisons à une autre personne, des fois, ça nous set up pour une situation où la personne va peut-être se sentir mal à l'aise ou va peut-être finir par nous cacher en réalité les vraies raisons parce que cette personne-là n'est peut-être pas tant prête à nous en parler. Donc,
de ne pas forcer la justification et de simplement accepter. Si vous êtes la personne qui recevez un non, je vous invite en fait, bien évidemment à le respecter, mais à avoir confiance que la personne devant vous sait ce qui est bon pour elle. À vous rappeler que c'est pas à propos de vous le non nécessairement. Et ne le rendez pas à propos de vous. Soyez dans la compassion, dans l'empathie, dans la considération pour l'autre. Accepter un non, c'est potentiellement la meilleure décision de votre vie. C'est probablement la meilleure chose que vous allez avoir fait pour vous, pour l'autre personne, mais pour votre relation aussi. En fait, j'aimerais terminer sur l'idée que le sexe, ça devrait être une invitation et non une demande. Et évidemment pas une obligation. Puis une invitation, ça n'a pas toujours besoin d'être explicite ou verbal. Ça peut être subtil, ça peut être physique, ça peut être non-verbal, ça peut être écrit. Bref, ça peut être spontané, planifié, mais ça devrait être invitant. Le mot le dit, c'est une invitation. Donc, ça devrait être invitant pour tous les partenaires qui sont impliqués. Et ça devrait faire en sorte que les gens vont ressentir de la gratitude d'avoir reçu cette invitation-là. Puis à être content d'être là et vice-versa. Donc, évidemment, ça devrait être intentionnel, ça devrait être approprié. Ça devrait être fait dans un contexte où vous connaissez assez la personne qui est devant vous, puis vous avez porté assez attention au contexte pour savoir si cette invitation-là va être bien reçue ou pas, ou en tout cas avoir une assez bonne idée. Une invitation, ça peut toujours être refusé, sans raison, et c'est OK. J'espère que vous allez prendre le temps un peu de digérer toute cette information-là. Je sais qu'en très peu de temps, je vous ai lancé un paquet de pistes de réflexion, puis que ça va peut-être être confrontant pour certaines personnes. Peut-être que vous allez sûrement avoir besoin de plus qu'une écoute de ce podcast-là, puis c'est un peu pour ça que j'ai voulu le condenser puis le faire assez court et droit au but pour vous donner l'occasion de le réécouter peut-être à certaines reprises, à peser stop, à le recommencer. Bon, bref, prenez le temps de digérer l'info, prenez le temps de vous questionner sur votre relation au consentement et sur votre parcours vers une éthique sexuelle. J'espère que j'aurai semé en vous, en tout cas, cette petite graine-là d'éthique sexuelle. Alors, je vous laisse là-dessus. Pour plus d'informations, je vous invite à suivre EdSextive sur Facebook, sur Instagram, @EdSextive évidemment. Puis c'est toujours possible de nous trouver sur notre site web www.edsextive.com. Au plaisir!